Merci de nous recevoir chez vous, mesdames, messieurs. Bonsoir. Bienvenue à votre émission Questions d'actualité, reprise après un temps d'arrêt, temps consacré au gouvernement pour ce devoir de compte-rendu dans l'émission Malikoura Tassira. Justement, nous revenons sur ces interviews accordées par les ministres, leur contenu en termes de projets, mais surtout de perspectives. Alors, quelles sont les urgences auxquelles le Mali doit faire face maintenant? Quelle stratégie pour maintenir le cap? Et qu'est-ce qu'on doit faire pour renforcer la sécurité et faire face aux questions de défense? Les priorités en matière d'éducation ou de santé, nos relations avec la communauté internationale, la CEDEAO et la question de renouvellement du mandat de la MINUSMA. Pour mieux comprendre, nous avons fait appel à des analystes sur ce plateau. Il s'agit de Dr Fodje Tanguigoura, sociologue. Il est maître de conférence. Docteur, bonsoir. Bonsoir. De Dr Cheikh Amala Bachili, analyste politique, consultant en management. Bonsoir. Bonsoir. Cheikh Amala. Et de Maï Niaré, elle est consultante en communication. Elle est la vice-présidente du Réseau international des femmes leaders. Bonsoir Maï. Bonsoir Sylvia, merci pour l'invitation. Merci à vous et merci d'être présent sur ce plateau, mes chers invités. Du 9 mai au 6 juin 2022, 28 ministres et ministres délégués se sont prêtés à cet exercice démocratique, un droit du citoyen de savoir ce qui se passe au sommet de l'État, les différents projets réalisés ou encore en perspective, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, M. Bachili, vous les avez suivis. Quelle appréciation faites-vous des différents passages? Merci beaucoup, Sira. Je pense que c'est une initiative salutaire parce qu'il s'agit de mettre en lumière, comme je l'ai dit, le travail du gouvernement. Et quand on regarde le format, je trouve que c'est une première dans notre histoire, dans l'histoire de notre pays. Et sincèrement, j'ai trouvé l'exercice par moments très difficile parce que c'est pas facile quand même de se mettre en lumière comme ça. Mais je pense que c'était une opportunité à saisir et les différents ministres ont pu saisir l'opportunité pour parler, mettre en valeur leurs réalisations et surtout dans le cadre du Malikoura dont on parle, les politiques à mettre en place et puis les actions à mener pour créer ce changement tant attendu par les Maliens. Et je pense que dans l'ensemble, vraiment, ils ont réussi leur exercice. Parce que je pense que le message, c'était vraiment de faire comprendre aux citoyens ce qui se passe pendant cette transition, parce qu'on a passé quand même une première phase où il y avait moins d'informations. Les informations se passaient plus sur Facebook. Et je pense que si c'est la chaîne nationale qui donne l'opportunité pour les citoyens peuvent s'assurer quand même que c'est la bonne information. Nous sommes dans un monde où c'est très compliqué d'avoir la bonne information. Tout à fait. On va préciser qu'il y a une première dans le format, mais il y avait bien avant Action gouvernementale où les ministres ont fait des interviews. C'était mensuel. La différence est que cette fois-ci, c'était de façon continue. Exactement. Et tous les ministres sont passés au même moment. Ouais. Alors, Tanguigoura, sociologue, vous avez suivi ces ministres. Ils vous ont donné quelle image? Merci beaucoup, Sira, pour l'invitation. En fait, j'ai suivi un peu et je considère que c'est un exercice pédagogique qui a visé à apporter l'information, la vraie information auprès des populations. Vous savez, les Maliens n'ont jamais été aussi attentifs à l'action gouvernementale aujourd'hui que par le passé. Bon, ça peut être le signe d'une maturité politique, mais ça peut être aussi un signe, d'une maturité politique ou bien un signe d'inquiétude par rapport aux perspectives sur la situation politique et sociale. Mais personnellement, je considère ces passages-là comme une action de redevabilité vis-à-vis des citoyens qui sont là, qui ont des attentes énormes et qui ont des inquiétudes auxquelles il n'y a pas de réponse tout de suite. Donc ça a été une sorte d'examen, mais plus ou moins réussi par les différents départements. Vous avez vu l'image du Malikoura? J'ai vu l'image du Malikoura par moment. Bon, et puis on en viendra au cours du débat. Tout à fait. Alors, Maï Niaré, aujourd'hui, est-ce que vous avez eu l'impression que les réalisations qui ont été avancées dès le départ sont en train d'être réalisées aujourd'hui? Quelle appréciation vous portez à ces interviews accordées par les ministres? Okay, merci beaucoup, Sira, pour cette question. En fait, Malikoura Tassira, en tant qu'émission, j'ai trouvé de l'innovation même dans le nom.
parce que ce nom fixe le cap. Et qui connaît un peu l'historique de tout ce qui s'est passé, les événements depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, nous avons ressenti, nous, en tant que Maliens lambda, cette absence de cap. Nous ne savions pas où nous nous dirigeons par moment. On se demandait, mais où est le cap? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et dans les discours de tous les ministres, nous avons quand même ressenti cette vision partagée. Cette vision d'un autre Mali, d'un Mali nouveau, un Mali avec un sentiment de redevabilité, avec un certain niveau de sincérité, d'engagement, de transparence vis-à-vis de la population. Et nous avons remarqué et ressenti cette envie de bien faire. Nous ne pouvons pas dire que tout ce qui s'est passé depuis un an, que tout a été une réussite, mais il y a quand même cette volonté de réorienter le Mali sur un autre chemin pour avoir une gouvernance plus vertueuse et qui rend plus compte aux citoyens. Et ça, je pense que s'il y a une réussite dans ces messages, c'est vraiment ça. Et ça, c'était très fort pour moi. Et cette vision partagée aussi, où on cherchait toujours le cap, parce qu'on dit qu'aucun vent n'est favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Et aujourd'hui, nous savons où nous allons. Et aujourd'hui, nous savons où est le cap. Nous rêvons ce Mali. Et c'est aussi l'opportunité de remercier tout le gouvernement et peut-être le président de la transition aussi pour cette vision partagée et ce rêve qui sont arrivés à nous insuffler et à nous inspirer vers un Mali que nous rêvons aujourd'hui ardemment. Alors, on a besoin de la note de la communicatrice que vous êtes sur le format avant d'aller dans le fond. Quelle est la note que vous donnez à tous ces ministres globale? De façon globale, je pense qu'ils sont tous au-delà de 7. Tous. Parce que il y a cette vision... 7 sur combien? 7 sur 10. Oh, 7 sur 10. Il y a cette vision partagée déjà qui est très importante. Parce que pour réussir quelque chose, il faut d'abord avoir... Pour aller dans un pays, il faut connaître le chemin. Nous connaissons aujourd'hui le chemin. Ils ont posé des actes pour y aller. Tout n'a pas produit peut-être des résultats escomptés, mais nous avons le cap en vue. Ils sont en train de poser des actes pour aller vers là-bas. Il y en a d'autres qui vont plus rapidement, mais on a senti que d'autres sont un peu plus timides. Mais ce qui est important, c'est que nous tirons tous aujourd'hui vers le même sens. Et il y a quelques années seulement, on était en train de chacun tirer dans son sens. Et ça, vraiment, je pense que ça, c'est une réussite. Bravo au gouvernement et félicitations au président de la transition pour cette vision. D'accord. Alors, M. Bathily, l'avis de l'analyste sur la note de l'analyste. Bon, je crois que je partage le point de vue de Maï. Voilà, de Maï, effectivement. Donc, parce que honnêtement, c'est pour une première, comme je l'ai dit, la plupart des, comment on appelle, des membres du gouvernement, on peut dire que c'est leur première fois de se soumettre à ce genre d'exercice. Donc, moi, je trouve que vraiment, ils ont bien réussi. En tout cas l'exercice, comme M. Tandiakoura l'a dit, c'est un exercice pédagogique, mais maintenant dans le fond vraiment c'est voilà, et ça se comprend aisément parce que les départements aujourd'hui, le contexte du pays fait que bon, il y a des départements plus en activité, plus en action, plus visibles que d'autres. Je pense que ça aussi on peut le sentir, mais ce n'est pas vraiment la faute de l'occupant du poste, quoi. D'accord. Alors maintenant la note du sociologue. Bon, vous savez, si le gouvernement était un groupe d'exposés, par exemple, je donnerais assez bien. Maintenant, il y a une autre façon de noter, c'est la participation de chaque élément à l'intérieur du groupe qui doit être apprécié différemment. Donc, dans l'ensemble, c'est vraiment assez bien. Mais il y a eu des réussites, des différences plus ou moins à l'intérieur. Je pense qu'on reviendra sur ça. Des performances. Des performances, voilà. D'accord. Alors, on va maintenant recueillir les avis des citoyens sur place. Ils étaient très nombreux à suivre Malikoura Tassira. C'est à eux que les interviews étaient destinées pour éclairer les lanternes sur la gouvernance actuelle. Nous sommes allés donc leur demander ce qu'ils ont pensé des interventions des ministres et ce que le gouvernement de transition doit faire maintenant, les dossiers qui urgent à leur avis. C'est un Vox Pop qui a été réalisé par Apollinaire Ndao. Suivons ensemble. Je pense que ça a été une très bonne initiative que de donner la parole aux ministres pour s'exprimer sur les différents axes sur lesquels ils sont en train d'évoluer. Mais comme le dit l'adage, un homme, une mission, les moyens et le résultat. Depuis un bon bout de temps, à cause de l'embargo, à cause des sanctions injustes infligées à notre pays, nous sommes en train de vivre au ralenti. Quel est le ministre qui a les moyens de sa politique? Il n'y en a pas. Donc l'initiative est très bonne. Nous félicitons les FAMA
pour la montée en puissance. Mais et après? La sécurité est-elle obtenue réellement? Ce qui est urgent, c'est de rassembler les Maliens d'abord. Les Maliens de tous bords. Nous avons trouvé que c'est vraiment une très bonne chose. Nous avons pu avoir l'occasion d'entendre beaucoup de choses. Et je sais que beaucoup de Maliens ont compris que pendant ce laps de temps, il y a eu du travail. Mais je sais que, très souvent, nous sommes habitués à diminuer un peu tout ce que les gens sont parce que nous avons trop d'attentes. Ce qui est urgent pour l'État, c'est d'abord, comme je l'ai dit là, c'est d'abord la solution qu'ils sont en train de trouver déjà pour la sécurité. Et il faudrait qu'on mette aussi les étudiants et les enseignants dans les conditions de travail. Je sais que tout le reste est bon parce qu'un programme gouvernemental, tout est important là-dedans, mais on ne peut pas exiger un résultat partout. Vraiment, j'apprécie le travail qui se fait actuellement par la transition. Ça, c'est du nouveau. Que les ministres sortent individuellement pour présenter tout ce qu'ils ont fait, c'est déjà très bon. Encore, je trouve que ce qu'ils ont fait, le bilan, c'est vraiment positif. Ce qui est urgent, la sécurité qui est en train de bien se faire. Nous sommes en train de bien faire la sécurité. Après, moi je suis entreprise, vraiment, je veux qu'on voit notre côté. Les entreprises, vraiment, jusqu'à présent, nous on souffre, on n'a pas de travail. On a beaucoup apprécié ce qu'ils sont en train de faire pour le moment. Vraiment, surtout au niveau de sécurité, vraiment c'est parfait. Il y a 6 mois passés, au Mali, ce n'était pas comme ça. Je vois que le pays est en train de s'améliorer suite à ce que le gouvernement est en train d'accomplir comme tâche. Et là, je les félicite énormément pour cela. Donc moi, je pense que l'État doit avoir ce côté, le côté d'emploi des jeunes face au métier pour que nous soyons plus indépendants dans ce que nous faisons. Nous voulons être nous-mêmes. Nous voulons quand même que ce pays, ce Mali, Maliba, Malikoura, quand même, puisse apporter ses fruits. Et je vois que l'État est en bonne voie de déroulement. Et jusqu'à présent, moi, je les encourage à ce qu'ils font et qu'ils redoublent d'efforts. Voilà, qu'il redouble d'efforts. L'avis des Maliens sur le gouvernement de transition, bilan d'un an. Fodje Tandjigoura, qu'est-ce qui a retenu votre attention si on parle du fond? D'abord, au-delà du passage qui est un acte de redevabilité, nous retenons dans l'ensemble que la fonction du ministre, n'est-ce pas, est en train d'évoluer dans le sens de la redevabilité. Et les messages qui nous ont été livrés nous ont permis quand même de comprendre d'abord ce qui a été engrangé, mais aussi les chantiers. Mais quand on compare aux attentes des Maliens et des Maliennes, et on se rend compte effectivement que, ils ont fait beaucoup de choses, mais il reste énormément d'attentes. Donc souvent, on se pose la question, comme nous sommes dans un régime de transition, les chantiers annoncés, est-ce qu'on pourrait en venir à bout de ces chantiers-là? Donc c'est vraiment cela qui a retenu mon attention, et aussi certains secteurs tels que l'éducation, la santé et la sécurité, qui sont des secteurs clés, qui ont effectivement fait des progrès, mais il y a des attentes énormes, auxquelles il faut apporter des solutions. On va parler de ces secteurs-là tout à l'heure, ces secteurs qu'on a sélectionnés parmi tant d'autres, puisqu'on ne pourra pas parler de tout cela. Monsieur Bathily, y a-t-il un programme phare qui vous tenait à cœur, que vous avez entendu dans Malikoura Tassila? Oui, bien sûr. Je crois que, comme Fodé l'a dit, en rentrant un peu dans les détails, le premier programme, c'est d'abord la question sécuritaire. Aujourd'hui, je crois qu'il y a de 2012 à maintenant, on voit le chemin parcouru par notre armée, d'abord sur le plan du développement institutionnel de l'armée, en termes de renforcement des capacités, équipements aussi, et en termes de capacités d'intervention stratégique et tactique. On voit que vraiment le gouvernement a mis le paquet sur ça. Et je pense qu'ils ont déjà repris l'initiative jusqu'à l'offensive. Je pense que ça, c'est un programme qui doit continuer.
Ça voudrait dire que quelque part, il faudrait que tout cela se parachève autour d'une politique nationale de défense et de sécurité qui va intégrer les nouvelles menaces. Je pense que notre grande difficulté, c'était de pouvoir adapter notre armée à ces nouvelles réalités qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire le terrorisme et puis la guerre asymétrique et tout. Je pense que ça, c'est vraiment un programme. Je pense que le gouvernement de transition a réussi cela. La deuxième chose, c'est le volet diplomatique. Je pense que notre diplomatie n'a jamais été plus visible sur le plan international et national. Ça, c'est extrêmement important. C'est un chantier qui a été brillamment conduit par le ministre Diop, parce que je crois qu'appuyé par les autres. Bon, on va parler de lui parce qu'il est le ministre, mais c'est vraiment une équipe que je vois. Parce que ça, c'est... Le travail d'ensemble n'est pas toujours facile. Parce que chacun veut prouver que, bon, voilà ce que j'apporte et tout. Mais le résultat, c'est que sur ce chantier, vraiment, le Mali aujourd'hui est en tout cas perçu sur le plan international autrement qu'auparavant. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Peut-être un dernier paragraphe, un dernier élément, c'est sur... Rapidement, c'est le côté communication gouvernementale. Je pense que ça s'est amélioré. Ça s'est amélioré. C'est le fait simplement d'encadrer la communication. Je pense que la spécialiste de la communication a dit le cap est très important pour nous quand on veut faire de tels changements parce qu'il faut qu'on sache là où on va. Et nous, ça nous fait du bien. Voilà. Alors, Maïniare, qu'avez-vous remarqué de captivant dans Malicoura qui montre réellement que nous sommes allés sur de nouvelles bases maintenant? Il y a 3 points que j'ai remarqué que je pense qu'ils sont vraiment des évolutions dans notre façon de gouverner. La première chose, c'est la sécurité. Comme on appelle l'armée, la grande mouillette. J'étais étonné et impatient de voir comment le ministre de la Défense allait venir sur le plateau et s'expliquer sur la défense. Tellement que dans notre tête, la défense, rien ne doit fuiter de ce qu'ils sont en train de faire. Comme on le dit, la grande mouillette. C'est la grande mouillette. Et donc, c'est cette façon de s'exprimer, de montrer, et nous avons senti que le ministre a fourni beaucoup d'efforts et qu'il n'est pas habitué à parler, il est plutôt habitué à poser des actes. C'est un homme de terrain. C'est un homme de terrain et ça ne l'a pas empêché de venir. Ouais. Et Bakili a tout à l'heure parlé du ministre Diop pour le volet diplomatique. Ah non, c'était extraordinaire. Et je pense que les gens voient le Mali différemment. En 2012, c'était vraiment autre chose. Et à tel point, 5 ans après, à peu près, les gens avaient honte de dire qu'ils étaient maliens. Et aujourd'hui, c'est vraiment très différent. Le dernier point, c'est l'éveil des consciences. Et l'éveil des consciences, si ce gouvernement a réussi quelque chose, c'est de nous sortir de notre torpeur. Parce que nous, citoyens, nous étions dans une sorte de torpeur et nous acceptions tout ce qui se passe. La communauté internationale pense que tout ce qui se passe est seulement du fait de nos gouvernants, mais non. C'est le citoyen lambda qui a dit non. Et ce citoyen lambda aujourd'hui est tellement éveillé que, et la communauté internationale et au niveau de nos gouvernants, nous avons mis tout le monde au pas. Et donc, de ce fait, ils se trompent en braquant leur fusil sur nos gouvernants, mais c'est le citoyen malien qui a montré son ras-le-bol et qui a fixé le cap, et c'est sur ça que nous sommes en train d'avancer. Et ça aussi, c'est une belle réussite. D'accord. Je l'ai dit dès le départ, on ne pourra pas parler de tous les secteurs, mais nous avons sélectionné quelques-uns. Vous avez déjà commencé à parler de ces secteurs, comme la sécurité et la défense. Nous avons tous remarqué la montée en puissance des femmes. Et qu'est-ce qui est fait pour cela? Je vous propose de suivre le ministre de la Défense et celui de la Sécurité. Aujourd'hui, avec l'intensification du recrutement, l'acquisition de matériel, notamment le vecteur aérien, la formation, l'entraînement, l'amélioration des conditions de vie des militaires, les femmes peuvent aujourd'hui mener leurs opérations en toute autonomie, c'est-à-dire si nous avons un camp qui est attaqué, nos propres aéronefs peuvent apporter l'appui fait nécessaire à ces hommes qui sont sous le feu. On ne le souhaite pas. Si il y a aussi des blessés, nos propres avions peuvent faire des évacuations sanitaires. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que la montée en puissance
de l'armée malienne est devenue une réalité. Nous avions aujourd'hui des effectifs qui nous permettent de faire le maximum. Mais je ne pourrais jamais dire que les effectifs que nous avions sont suffisants. Aujourd'hui, parlant des forces de sécurité, nous avions 4250 recrues en formation dans les centres de formation militaire. Et sur les 4250, il y a 3250 au compte de la police et 1000 au compte de la protection civile. Et dans ce même ordre d'idées, quand je parle de la montée en puissance, nous déjà, en moins d'un an, nous avions créé 13 commissariats de police dans les régions et à Bamako. Nous avions créé 11 groupements de la garde nationale, dont 9 groupements régionaux et 2 groupements d'intervention. Nous avions créé 5 GMS, ce qu'on appelle les groupements mobiles de sécurité, donc 4 dans les régions et 1 à Bamako. Nous n'avons pas d'abord tout ce que nous voulons, mais nous montons en puissance en termes d'acquisition, en termes d'équipement. Autrement dit, en moyens roulants, en armement. Aujourd'hui, nous sommes en train d'équiper au maximum nos unités pour que les hommes qui sont censés protéger la population, lutter contre l'insécurité, le terrorisme, puissent avoir les moyens de leur travail. Voilà, des messages rassurants tout de même. Vous partagez ces prouesses citées, Dr Tandjigora? Oui, mais je pense que c'est l'un des secteurs où nous sommes unanimes qu'il y a eu énormément de progrès, en tout cas en ces derniers temps. C'est dû, comme ils l'ont dit, à l'acquisition de matériel au compte de l'armée, mais aussi à l'élargissement de la couverture sécuritaire à travers la mise en place des structures de sécurité un peu partout. Mais, comme je le disais, le besoin reste encore énorme. C'est vrai, on a assisté à la libération de certaines localités qui étaient jusque-là assiégées. On a vu des groupes armés, des groupes terroristes, je vais dire, abandonner des positions. Donc, la prouesse, c'est vrai, on ne peut pas nier que l'armée a fait beaucoup de progrès. Maintenant, le reste, c'est que l'armée est aujourd'hui sous le regard, n'est-ce pas, de beaucoup de partenaires au niveau international. C'est-à-dire qu'au même moment, elle se bat pour la sécurité du pays, mais aussi elle se bat pour donner l'information, la vraie information. Elle doit se battre pour balayer des allégations. Donc, elle se bat à ce niveau-là aussi, et je pense que les citoyens ont un rôle à jouer à ce niveau-là, y compris les médias. Donc, c'est un rôle double que l'armée joue actuellement, mais sur le plan sécuritaire, je suis d'avis qu'il y a eu des progrès sur ce plan-là. Alors, l'acquisition de matériel, Bathily, les ministres l'ont dit, vecteur aérien, c'est rassurant, recrutement. Qu'est-ce qu'il faut de plus, à votre avis? Je pense que tout ce qui est en train d'être fait se fait dans l'urgence. Et en matière de management, nous, on sait que quand on se précipite pour se préparer, ce n'est pas la vraie préparation. Je pense que tout cela doit se capitaliser, comme je l'ai dit, dans le cadre d'une politique nationale en matière de défense et de sécurité. C'est comme ça que nous allons voir le long terme. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une crise profonde. On veut en sortir. Mais en sortir est une chose. Mais maintenir la paix, ça, c'est autre chose. Et je pense qu'il faudrait qu'on travaille sur ces deux volets. C'est pour cette raison que le ministre a dit. Il a donné les éléments factuels qui montrent que l'armée est montée en puissance. Notamment le recrutement, les équipements et tout. Mais par rapport, par exemple, à la formation et aux équipements, je pense que, comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous sommes face à de nouvelles menaces. Et dans ce cadre-là, je pense que quand on évalue un peu le niveau technologique en matière d'équipement chez nous, nous sommes en retard par rapport à ce qui est utilisé par exemple, les terroristes. Il est extrêmement important que, justement, dans le cadre, en tout cas, d'une politique nationale de défense et de sécurité, de tenir compte, en fait, de cette migration, de la montée en puissance réelle, mais également technologique, qu'on soit en phase avec la réalité actuelle. Je vous donne quelques exemples. Par rapport aux groupements dont il a parlé, les commissariats, les groupements de garde nationale, quand vous regardez le maillage territorial, Tandjagora l'a dit, il y a beaucoup d'attentes. C'est-à-dire ce qui est fait, c'est pratiquement une goutte d'eau. Voilà. Et donc, du coup, ce qu'il faut peut-être accélérer, c'est aussi le niveau de performance de ces groupes tactiques. Parce qu'aujourd'hui, l'insécurité est devenue tellement mobile. On attaque dans un coin, paf, on est de l'autre côté. Donc, quand on a en fait des groupements qui sont habitués à ça, c'est vrai qu'il faut faire le maillage territorial, mais il faut avoir des groupes plus mobiles du point de vue tactique. Pour cela, il faudrait que notre armée, au-delà de ses équipements, puisse disposer aussi d'une autonomie sur le plan de la communication.
Et je pense que c'est ce qui peut effectivement, pour maîtriser nos communications, parce que des fois, en 2012, on voyait nos militaires sur le terrain avec leur téléphone, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais je crois aussi que autonomiser l'armée par rapport à sa communication, c'est pour plus de sécurité par rapport aux menaces qui sont là. Je pense qu'une politique nationale de défense et de sécurité peut capitaliser ces programmes d'urgence dans un programme périn pour pouvoir, au-delà du fait de nous sortir de l'insécurité, de pouvoir maintenir aussi la paix après justement cette phase d'insécurité. D'accord. Maïgnare, on est dans la gestion de l'urgence, comme Bathily l'a dit. Et quel est votre avis sur cette montée en puissance et qu'est-ce qu'il faut maintenant pour la maintenir? Merci beaucoup pour cette question. Déjà, on est unanime que la sécurité augmente et que l'armée monte en puissance. Mais c'est vrai qu'il fallait commencer. Et ça, c'est ce qu'on est en train d'acter et de féliciter. Un point de démarrage, un processus qui a démarré et qui avance de façon normale. Mais ce qu'il faut faire, c'est d'abord deux choses. Et mettre les cales pour qu'on ne regrette plus jamais. Et faire en sorte de pérenniser les acquis et de nous amener au niveau des normes internationales. Qu'on ne reste pas... Parce que c'est vraiment... Aujourd'hui, comme tout se passe dans l'urgence, il y a des opérations de coup de poing. C'est normal. Parce que ça permet de stabiliser les choses et puis de les mettre dans un cadre normal. Mais faudra-t-il encore continuer sur cette lancée, renforcer et maintenir le cap, comme il a dit, sur le long terme. Et c'est ça où on aura besoin du génie malien. Et il y a autre chose, c'est l'utilisation de la population. Je pense que la population, c'est vrai, aujourd'hui, la population est beaucoup plus sensibilisée sur leur rôle de contribution en termes de remontée d'informations, en termes d'anticipation de recherche de comportements qui ne cadrent pas avec un environnement. Mais je pense qu'il reste encore beaucoup à faire dans la sensibilisation du rôle de la population dans cette interaction que nous devons développer avec l'armée, avec le ministre de la Sécurité l'a dit, ils n'existent pas sans les populations. Ils sont avec les populations. Donc les populations doivent être très conscientes de leur rôle et jouer leur partition à fond pour qu'ils puissent assurer notre sécurité avec nous. Parce que ce n'est pas sans nous, c'est avec nous. Et ça, je pense qu'en mettant en place une politique qui ne pourra plus nous permettre de régresser, nous aurons atteint les objectifs d'ici la fin de la transition. Alors, la coopération, elle est très importante en matière de lutte contre le terrorisme. Dr Fodje Tandjigoura, le Mali s'est dit ouvert aujourd'hui à une coopération diversifiée. Celle avec la Russie va comme on l'entend. Vous la voyez prometteuse? Oui, tout à fait. Bon, de mon point de vue, d'abord, un État est souverain et doit pouvoir choisir ses propres partenaires. Et je suis d'avis avec beaucoup d'autres analystes pour quelles raisons le Mali doit forcément se soumettre à telle ou telle forme de coopération. Je pense que la priorité revient à l'État de définir la forme de coopération, les partenaires, et il va même de l'intérêt du Mali en tant que tel. Et on le sait tous, même si on ne le cite pas, on sait très bien qu'il y a des pays qui sont opposés à ça. Mais ce que dit le gouvernement du Mali, c'est qu'en traitant d'État à État, non seulement la coopération devient très claire, ensuite on peut, à tout moment, en toute autonomie, on peut décider soit de continuer ou de ne pas continuer. Donc je pense que c'est un signe de maturité dans notre diplomatie. Et de ce point de vue-là, je crois que le gouvernement du Mali est à saluer si on gardait quand même la ligne, parce que la situation n'est pas complètement tranchée à ce que je sache. Dans tous les cas, aujourd'hui, beaucoup de pays qui nous entourent sont fiers de notre diplomatie. Voilà. D'accord. Alors, Bathily, la coopération avec la Russie, comment vous la trouvez? Moi, je trouve que le contexte international nous impose cela. Je pense que dans la coopération, je crois qu'il y a un politicien français qui dit que les États n'ont pas d'amis et n'ont que des intérêts. Et je pense que pour la première fois dans l'histoire de ce pays, on a compris cela. Parce que pendant longtemps, on s'est focalisé sur les questions de relations d'affinité, parce qu'on est plus proche, on est francophone. Il n'y a pas de francophone ou d'anglophone. Aujourd'hui, le Mali a une réalité. Nous savons quels sont nos besoins. Nous savons aujourd'hui sur le plan international qui peuvent nous aider. Mais ce qui est très important, c'est de sortir de cette logique de primauté qui est donnée à certains partenaires par rapport à d'autres. Je pense qu'aujourd'hui, le fait de diversifier, c'est un concept commercial. C'est un concept commercial. Bien sûr, quand vous êtes seulement sur un seul produit et que vraiment vous avez des difficultés, vous diversifiez pour accroître.
Et je pense que le Mali joue cette carte aujourd'hui. Exactement. Parce que c'est dans cette concurrence que vous aurez le choix de traiter en fonction. Parce qu'aujourd'hui, tous les partenaires ne peuvent pas nous apporter tout ce dont on a besoin. Il y a des partenaires qui sont plus denses sur certains domaines, et d'autres sont plus forts dans d'autres. Et nous, on a besoin de tout ça. Comment avoir tout cela? Et les partenaires, ils ne veulent pas de cela parce que quand il y a la concurrence, ça les remet également en difficulté. Donc chacun veut prendre le dessus sur l'autre dans nos rapports. Et je pense que le Mali s'est donné aujourd'hui le moyen. Si la transition a réussi une chose, c'est de casser cela et de nous mettre dans le système de diversification. Mais maintenant, il faudrait qu'on ne prenne pas la carte de la Russie comme étant de l'argent comptant. Il y a aujourd'hui un bouleversement international qui se passe. Je pense qu'il faudrait que les autorités de la transition analysent vraiment en profondeur ce qui est en train de se passer à l'international. Parce qu'inéluctablement, ça va impacter le Mali. Parce que le Mali est devenu quand même un enjeu majeur aujourd'hui dans le monde. Et je pense que la Russie peut nous aider parce que notre coopération, d'abord, ça date de longtemps, depuis l'indépendance. Et puis, ils ont formé beaucoup de nos militaires et tout. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître aussi que tout ce qu'on peut faire, c'est de diversifier, mais de ne jamais perdre de vue qu'aucun partenaire ne doit prendre le dessus sur l'autre. Quelle que soit son utilité, pour nous, tous les partenaires se valent du moment où ils coopèrent avec nous d'État à État, d'égal à égal. Et dans ce que nous faisons, il faudrait que ça soit un partenariat gagnant-gagnant. Et voilà. Maïniare, il faut aller à la coopération diversifiée. Vous optez pour cela? Absolument. Parce que j'imagine mal, je me suis posé la question, est-ce que ces pays accepteraient que le Mali aille leur dicter vers qui ils doivent se tourner et vers qui ils ne peuvent pas se tourner? Vous imaginez un peu le président malien qui arrive, je ne sais pas, dans n'importe quel pays, prenons les États-Unis, pour dire que vous ne parlez pas avec la France. Je trouve que nous avons le même droit, nous avons les mêmes pays, et je pense que ce que la coopération internationale a perdu, c'est le respect de l'autre. Et nous devons coopérer au niveau international, tous les pays du monde, en respectant l'autre, en respectant la diversité, en respectant la spécificité de tous les pays. Et nous ne pouvons pas, et pour moi, il n'y a pas deux poids, deux mesures. Le Mali n'est pas un pays différent des autres pays de l'Afrique. Le Mali n'est pas un pays différent des autres pays de l'Occident, et non du monde. Donc les mêmes règles au niveau international s'appliquent bêtement à tous les pays. Et donc, je trouve déplacé souvent qu'on parle du cas du Mali, parce que le Mali ne doit pas faire exception en règle. Pourquoi les autres peuvent diversifier leur partenariat et on pose même la question du Mali? Pour moi, le fait même de poser la question est gauche. Si nous prenons nos partenaires de tous les temps, par exemple la France qui a quand même été notre partenaire de longue date, quand il s'agissait du Mali, ils ont amené toute l'Europe. C'est très bien. Ils avaient amené toute l'Europe pour nous aider. Et pourquoi est-ce que le Mali est parti dire n'allez pas chercher les Allemands, chercher les Espagnols? Non. Chaque pays décide en toute liberté vers qui se tourner. S'ils se sentent mieux avec les Européens ou avec les Américains, tant mieux. Si les Africains se sentent bien entre eux, Africains, il faut respecter cette spécificité. Donc pour moi, respecter le choix des autres. Choix des pays, pour moi, il faut diversifier comme tous les pays du monde diversifient. Et il n'y a pas de spécificité malienne, il ne doit pas avoir de spécificité pour un pays. Tous les pays se valent et tous les pays ont les mêmes droits comme tous les êtres humains naissent égaux. C'est pareil. Avant de boucler ce chapitre, j'aimerais vous faire réagir par rapport au cas de la MINUSMA. Le ministre des Affaires étrangères a été très clair au panel des États-Unis. Dites-nous, Dr Fodje Tandjikoura, qu'est-ce qu'il faut revoir avec la MINUSMA aujourd'hui? Bon, je crois que c'est la question du mandat qui est le principal problème, la MINUSMA. C'est-à-dire que voici une force présente, mais qui ne se comporte pas, en tout cas qui ne se met pas à se battre parce que tout simplement, le mandat qui lui a été octroyé est un mandat qui ne va pas dans ce sens. Beaucoup de populations à la base ne connaissent pas pour quelles raisons la MINUSMA n'intervient pas. Maintenant, je pense que je suis d'accord qu'on maintienne cette force, mais à condition quand même de changer la façon de faire les choses sur le terrain, à condition de changer le leadership à l'intérieur de ces forces, parce que si on doit continuer à faire comme on l'a fait depuis plus de 10 ans, je ne suis pas sûr que ça donnerait des résultats probants. Je suis pour le maintien, mais avec une innovation à l'intérieur de ces forces-là pour parvenir, n'est-ce pas, à produire des résultats attendus par les Maliens. D'accord. Bathily, que doit faire le Mali avec la MINUSMA?
Je crois que l'aménagement peut nous aider à condition que ça soit revu du point de vue des Maliens. Je ne suis pas d'accord avec Tandiagoura quand il parle du mandat. Parce que je rappelle que ce mandat-là, ça a été très clair, que l'aménagement a pour mission de stabiliser le Mali. Mais depuis qu'ils sont là, si on était stable, on n'allait plus parler du Mali. Ça veut dire qu'ils n'ont pas réussi leur mission. Et concrètement, quand on regarde les objectifs, il s'agissait pour l'aménagement d'occuper les zones libérées par nos militaires. On n'a jamais demandé à quelqu'un d'aller combattre pour le Mali. Mais ça aussi, ils ne l'ont pas réussi. Pourtant, ils sont là quand il faut enquêter sur les questions des droits de l'homme. La préoccupation principale du Mali aujourd'hui, ce n'est pas les droits de l'homme. Les droits de l'homme viennent quand il y a la paix. Pendant la guerre, je pense qu'en Ukraine, aujourd'hui, je n'ai vu aucune structure des Nations Unies qui est partie se promener pour voir les questions des droits de l'homme. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la MINUSMA doit sortir de cette logique qui consiste en fait à venir comme des gendarmes qui viendront se promener ici et faire en sorte que tout ce qui se passe au Mali, que ça se passe conformément à la volonté de l'Occident. Nous avons nos préoccupations. S'ils veulent nous aider, il s'agit d'intégrer nos préoccupations là-dedans. Je le rappelle parce que on a parlé du caractère robuste de son mandat. C'est déjà robuste, mais il ne le respecte pas. Et je rappelle que cette même nation des Unis a donné un mandat en Libye pour créer une zone d'exclusion aérienne. Mais ils ont cassé la Libye. Donc au Mali, il n'y a aucune surprise. Ce n'est pas une spécificité malienne. Hein. Ils font ça partout. Et je pense qu'aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères a planté le décor. Aujourd'hui, l'aménagement doit être formalisé de manière à ce que ça prenne en compte les préoccupations des Maliens. Ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, ils peuvent se retirer. Ceux qui sont d'accord, ils restent. Ce n'est pas pour un pays, ce n'est pas pour la France, ce n'est pas pour l'Europe, ce n'est pas pour les États-Unis, c'est les Nations Unies. Et si c'est l'Organisation des Nations Unies qui envoie une mission, et je pense que tous les États qui font partie de ces Nations Unies-là ont le droit de participer s'ils partagent notre point de vue et nos préoccupations. Et je pense que dans ce sens-là, on peut garder l'aménagement comme étant vraiment une structure qui peut nous aider. On va progresser. Maïgnare, votre avis sur cette question de l'aménagement? Alors, moi je pense que cette mission n'a pas tout réussi, mais elle n'a pas non plus tout échoué. Par exemple, le volet social de cette mission est très dynamique. Et ils ont apporté beaucoup de choses dans ce sens. Au niveau social, ils ont stabilisé des villages dans ce sens. Ils ont apporté beaucoup d'aide. Alors, sur le volet sécuritaire, c'est vrai, ça n'a pas réussi. Notre sens du management doit nous interpeller pour faire un bilan de toute activité qui ne se déploie pas au Mali, dans un pays. C'est normal et c'est logique qu'on fasse le bilan de ce qui a été fait pour classer en deux lots ce qui a marché et ce qui a moins bien marché. C'est normal. C'est les règles internationales de la gestion. Alors, donc, comment est-ce qu'on peut ne pas appliquer cette règle-là sur l'aménagement? Ce n'est pas possible. Ça veut dire que nous devons pouvoir aujourd'hui diagnostiquer et dire que l'aménagement a réussi telle et telle chose, mais telle et telle chose aussi ont moins bien marché. Et dans ce cas, si les choses ont moins bien marché, il est impératif qu'on mette en place un plan d'action collectif pour corriger ça. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas, absolument pas accepter qu'on nous impose quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça veut dire que ce n'est pas que tout ne fonctionne pas, mais la partie qui ne fonctionne pas, nous devons travailler à rendre ça digeste et à rendre ça plus efficace et plus efficient sur le terrain. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et de ce fait, je pense que le ministre des Affaires étrangères a vraiment donné le ton de la marche. Il a bien diagnostiqué les problèmes qui existent au sein de l'aménagement. Ça ne veut pas dire que tout a échoué. Mais sur ce point, ils seront obligés de prendre en compte notre demande et de réorienter ou de restructurer l'aménagement en intégrant ce qui ne fonctionne pas bien dedans. D'accord, on va progresser. Nous abordons maintenant les questions de santé et d'éducation primordiales pour les communautés. Écoutons les ministres de la Santé et de l'Éducation. Nous avons eu à mener des actions. Nous avons cherché à résoudre ces problèmes-là en tenant en compte la vision du président de la transition
et du Premier ministre chef du gouvernement de la transition, qui est d'offrir à tous les Maliens au Mali un service de soins de qualité accessible géographiquement à tous, et également à travailler sur un mécanisme de financement de la demande de soins, et également que l'État vienne en aide aux personnes qui sont dans le besoin. Le président a offert des ambulances, des forages, ça continue jusqu'à présent, donc des forages au niveau de nos centres de santé. Nous avons reçu des ambulances, nous avons reçu un important lot d'équipements donc, nous avons mis à la disposition de nos structures à Bamako et à l'intérieur. Nous avons passé en Conseil des ministres le décret sur les modalités de fonctionnement de création des centres de santé, les CESCOM, qui sont à la base. Et aujourd'hui, les centres de santé de référence sont en train d'être érigés en hôpital de district parce que la population va d'abord au niveau de ces structures avant d'être référencée vers les hôpitaux. Il n'y avait pas de loi au Mali qui réglementait la transfusion sanguine. Donc c'est quelque chose qui est important dans le dispositif de santé. Quand vous partez à l'intérieur du pays, moi-même j'ai vu ça lors de mes visites, des femmes qui étaient en attente de poche de sang, mais il n'y avait pas de sang. Donc cette loi est très importante. Nous avons adopté aussi un test très important, c'est la création de l'Agence nationale d'évaluation et d'accréditation des hôpitaux qui va accompagner les hôpitaux pour améliorer la qualité de ce que les hôpitaux font. Également mettre les hôpitaux à un certain niveau technique. Nous allons mettre des normes, des indicateurs et cette agence-là va accompagner tous nos établissements. L'année dernière, on a pu, à force de persévérance et d'innovation, passer les examens. Et cette année, avec malheureusement les sanctions et l'agression de notre pays par ces sanctions-là, c'est comme ça que moi je les qualifie, les enseignants, en toute responsabilité, ont décidé de suspendre leur mouvement de grève. C'est à leur actif, c'est un acte hautement patriotique qui est salué depuis le président de la transition, de la primature au gouvernement, jusqu'aux citoyens lambda. Nous sommes aujourd'hui en phase de dire que l'année scolaire se déroule normalement. Ce qui nous a amené d'ailleurs à fixer la date des examens. Et au mois de juillet, nous allons commencer les épreuves anticipées en fin juin. Et tout le mois de juillet est consacré aux examens, que ce soit les examens professionnels, CAP, BT, DF, jusqu'au baccalauréat. Et ceci va nous amener, Inch'Allah, à finir tous les programmes. Et nous avons fixé la date de la rentrée prochaine au 1er octobre. Ça fait très très longtemps qu'au Mali, on n'a pas entendu parler d'ouverture des classes le 1er octobre. Voilà, des progrès, mais des problèmes persistent. La santé d'abord, des problèmes de place au niveau des urgences. Dans les grands hôpitaux, problèmes d'équipement, même s'il y a des efforts du gouvernement de transition, un bon traitement dépend d'un bon diagnostic. Dr Fodji Tandjigoura, qu'est-ce qu'il faut revoir dans notre système de santé à votre avis? Bon, d'abord, je voudrais insister sur la situation de départ, parce qu'il faut comprendre que nos hôpitaux étaient ou sont encore dans un état de délabrement tel que les efforts qui sont en train d'être consentis pour rénover, n'est-ce pas, certains services, pour remettre en place des appareils, pour former l'équipe, etc., etc. Donc ces efforts interviennent dans un moment ou dans un contexte où il y avait une situation assez catastrophique. Donc c'est souvent des hôpitaux qui ne sont pas bien équipés, souvent des hôpitaux qui n'ont pas d'eau ou bien des hôpitaux qui ont des services qui sont tout à fait défaillants. Donc aujourd'hui, ils ont fait ce qu'on a pu entendre avec Madame le ministre, c'est qu'il y a eu des innovations, il y a eu remise sur pied de certains services qui étaient considérés comme vétustes, il y a eu la formation continue des équipes, etc. Mais puisqu'on parle d'un nouveau Mali, je crois qu'il y a certaines pratiques qui prévalent au sein de nos établissements hospitaliers. C'est-à-dire que, comme on le dit très souvent, le médecin vous sourit plus à la clinique qu'à l'hôpital public. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, dans nos hôpitaux publics, n'est-ce pas, une sorte de perte de compétences au profit du secteur privé. Je pense qu'il faut quand même trouver un moyen pour voir dans quelle mesure les médecins qui sont qualifiés puissent exercer pleinement dans nos hôpitaux publics.
parce que beaucoup de pratiques, les usagers le savent, consistent, n'est-ce pas, à orienter subtilement les usagers vers des cliniques privées et dont beaucoup de médecins sont promoteurs. C'est une pratique qu'il faut dénoncer et ça joue sur la performance de nos hôpitaux. Et puisqu'on parle de Nouveau Mali, je pense qu'il faudrait lutter contre cette pratique. D'accord. Alors, Bathily, qu'est-ce qu'il faut pour le secteur de la santé en termes d'amélioration, en termes de recadrage de ce secteur-là, qui est primordial? Je crois que notre système de santé souffre d'abord d'une question de gouvernance. Pendant longtemps, on a cru que pour diriger un hôpital, il faut être médecin. Je pense qu'aujourd'hui, tous les grands pays, les pays développés sont sortis de cette logique. Aujourd'hui, il y a des formations spécialisées en matière de gestion hospitalière, comme toutes les autres structures. Qu'on puisse séparer la fonction de médecin, la fonction de gestion. C'est-à-dire les structures hospitalières sont des organisations comme les autres, des entreprises publiques. Et il faut qu'on ramène au cœur de ces entreprises publiques une gestion, c'est-à-dire pas classique, mais une gestion innovante pour pouvoir les adapter aux réalités. Parce que c'est très compliqué. Aujourd'hui, quand nous regardons par exemple la question des urgences, on a passé tout notre temps à bien équiper les hôpitaux. Mais quelques mois après, quand vous passez, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas les moyens de pouvoir... Je donne un exemple, nettoyer correctement les toilettes. Ça, ce n'est pas une question d'équipement. Quand vous rentrez dans les toilettes, mais c'est l'insalubrité totale, comme il l'a dit. Le cas de l'urgence. Moi, j'ai perdu un jeune frère lors du mois de carême. Mais quand je suis venu avec le petit, il était dans la voiture. Il est mort dans la voiture. Pourquoi? Le médecin, il était là avec un téléphone. Il était sur Facebook. Il n'y avait personne qui était là. Et en fait, en attente. La prise en charge. La prise en charge. Donc, toute la procédure de prise en charge. Mais je pense que le ministre a parlé quand même d'un point très important. La loi qui va ériger, par exemple, les centres de référence en hôpital de district, je pense que ça peut régler en partie le problème. Parce que vraiment, quand vous regardez aujourd'hui les centres de santé de référence, c'est des centres qui sont bien gérés sur certains soins, mais la coordination globale pose problème. Donc, je reviens toujours à cette question de management. Je pense que si on parvient à remettre au cœur de ces structures la bonne gestion, on peut s'en sortir. Équiper, c'est bien, mais bien gérer les ressources, je pense que c'est ce qui peut nous faire sortir, en tout cas, pour aller vers le Marikura dont on parle. Alors, Maïniari, les équipements sont importants. À quoi doit s'atteler aujourd'hui le gouvernement de transition pour améliorer notre système de santé? Alors, je pense que notre plateau technique, c'est le maillon faible de la chaîne, quoi. Pour moi, c'est vraiment le maillon faible. Et c'est dommage que ce soit cela, le maillon faible, parce que ça prend en charge l'humain. Et l'humain doit être au centre de tout processus. Et je pense que c'est le secteur où il y a le plus de réformes à faire, le plus de formation à faire, le plus de systèmes de gestion à mettre, le plus d'équipements. Et notre plateau technique doit être revu de fond en comble. Et ça, nous ne devons pas et nous ne pouvons pas jouer avec. Parce que tout ce qu'on est en train de dire de Marikura, de nouvelles façons de penser, ce sont les humains qui doivent faire ça. Et les jeunes doivent être au cœur de ce processus. Et si notre plateau technique ne prend pas en compte la santé de notre population, mais qui va faire ce travail? Les machines n'ont jamais travaillé dans un pays. Il faut des humains. Et ça... notre système de santé est au cœur du processus. Après la sécurité, c'est la santé. Et ça, c'est le maillon faible de notre chaîne. Et aujourd'hui, je pense que ça nécessite plus d'engagement, plus d'investissement, plus de structuration. C'est vrai, quand je vois la ministre de la Santé, c'est qu'elle a dit, mais il y a eu d'énormes avancées. Mais c'est là où je veux parler maintenant de gouttes d'eau qui ne servent pas à beaucoup de choses parce qu'il y a tellement de feux et tellement de chantiers que ce qu'ils ont fait est minime par rapport à ce qui doit être fait. Et elle est au four et au moulin. Et cette dame, elle est tellement dynamique qu'on la voit sur tous les fronts. Mais le compte est tellement loin. On est tellement loin du compte que je pense que ça nécessite encore plus d'investissement, plus de structuration, plus de fonds, plus de technicité pour que nous puissions sortir notre tête de l'eau à ce niveau. D'accord. Éducation à présent. Et je me tourne vers Dr Tandjigora encore. J'ai la chance d'avoir 2 professeurs avec moi ici. Il y a certains analystes qui pensent qu'il faut carrément refonder le système éducatif malien. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, d'accord. Donc avant d'arriver à la refonte totale, d'abord, c'est un secteur qui, je pense bien, n'a pas bénéficié de toute l'attention nécessaire.
Regardez par exemple toutes ces écoles qui sont fermées au centre et au nord. Regardez un peu le désengagement de l'État dans l'investissement même des établissements. Plus de 60% ou même plus 70% des établissements d'enseignement secondaire général, c'est constitué de privés. Les opérateurs économiques en un mot. C'est la même chose pour d'autres niveaux d'enseignement. Donc, il y a un vrai problème à ce niveau-là. En revenant au système, alors le système est à refaire complètement. C'est-à-dire qu'il y a une grave inquiétude à ce niveau-là. Si vous regardez l'état de délabrement, non seulement des établissements publics, mais aussi l'état catastrophique, le niveau, il n'y en a pas du tout. Et c'est extrêmement inquiétant parce que si vous regardez aujourd'hui, comme l'enseignement c'est une chaîne, si vous quittez les premiers cycles, le second cycle de l'université, vous recevez à l'université des étudiants qui ont déjà un niveau extrêmement faible. Donc je pense que le système doit être revu sur toute la chaîne. Et en parlant des universités, il n'est pas nécessaire que tout le monde vienne à l'université. C'est-à-dire qu'on peut faire des enseignements techniques et professionnels, même à un niveau supérieur. Au Nigeria, par exemple, ça existe. Au Ghana, par exemple, il y a des universités de métiers. Voilà. Mais parce que pendant longtemps, on a mis en tête des parents que votre fils doit normalement faire l'université pour espérer être un cadre supérieur et gagner sa vie. Mais ce n'est pas mathématique. Voilà. Ça ne tombe pas tout le temps. Donc, nous avons hérité d'une école qui malheureusement est tombée malade sur toute la ligne et le système qui prévaut actuellement ne permet pas de sortir de la crise. Regardez toute la pléthore, plus de 40 000 étudiants par exemple. À la FSEG, en première année c'est 14 000 qui font économie. Ouais, c'est énorme. Donc l'université, il n'est pas nécessaire que tout le monde vienne à l'université. Peut-être que les gens ne comprendront pas, mais nous gagnerons plus à développer des filières moyennes, mais qui soient professionnelles, axées sur des domaines précis. Peut-être qu'il faut orienter les jeunes. Il faut orienter les jeunes, il faut convaincre les parents aussi, parce que pour les parents, il faut que les enfants aillent à l'université. Mais très souvent, c'est un calcul qui ne tombe pas du tout. Voilà. D'accord. Bathily, comment recadrer le système éducatif ? Je pense que ce sujet est très très sensible. Je suis désolé, je vais t'effleurer un peu. Je ne suis pas du tout d'accord. Parce que quand on parle de refonte du système, je l'ai dit ici à leur thème avec Suleiman D à l'époque. Parce que quand ils ont mis la refonte du système, j'ai dit ça, c'est pas possible. Parce que quand on parle de système éducatif, le système éducatif du Mali, c'est un système qui date des années 1900. La première réforme, c'est en 62. Aujourd'hui, quand vous prenez la dernière réforme, qui est le programme décennal de développement de l'éducation, c'est passé par 3 programmes d'investissement sectoriels pour pouvoir amplifier un certain nombre de choses. La première chose, l'accès à l'éducation. Quand on prend l'éducation de base, c'est-à-dire le préscolaire et le fondamental, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été fournis dans ce sens. Deuxième chose, au secondaire, l'investissement a été fait pour vous dire simplement que la question de la formation professionnelle est une réalité. La preuve, le ministère de l'Éducation a son système d'écoles professionnelles et techniques. Le ministère de l'Emploi aussi a son réseau d'écoles professionnelles. Donc nous sommes dans ça. Mais là où le bas blesse, c'est que quand vous mettez un système en place, il y a la gouvernance du système qui pose problème aujourd'hui. Parce que les responsables, comme je l'ai dit pour les médecins, je vais le dire pour les enseignants. On croit que forcément une école doit être gérée par un enseignant. Non. Quand ça atteint une certaine proportion, ces enseignants, ils sont super qualifiés pour l'enseignement de leur discipline. Mais ils peuvent ne pas avoir aucune notion de gestion. Et on les propulse directeur national. Mais il va apporter quoi? Il ne peut rien apporter. Parce que ce n'est pas du tout, il n'est pas compétent pour ça. Ça, c'est la première des choses. Je pense que quelque part, notre système a besoin de réorganisation. Notre système a besoin, en fait, d'innovation, à la fois sur les programmes et sur, c'est-à-dire que, si vous voulez, le plan maillage territorial. Et puis, le deuxième élément sur lequel vous avez parlé, la question, par exemple, de l'enseignement privé et public. Au Mali, on a pendant longtemps dit qu'au secondaire, par exemple, les derniers chiffres, je ne les ai pas, mais dans l'ordre de à peu près, très rapidement, c'est à peu près 1800 établissements secondaires par rapport à 100 établissements publics. Mais ce que les gens oublient, c'est que ces établissements privés quasiment forment
près de 60 à 70%. Le ministre qui a voulu changer, c'est-à-dire ce rapport, c'est Salikou. Il n'a pas réussi. Il n'a pu faire que 60 contre 40. Mais dans les résultats, les écoles privées aujourd'hui font plus d'excellence dans le résultat au bac. Vous regardez le bac, les meilleurs résultats dans les trucs d'excellence, c'est le privé. À l'époque, on a même demandé de créer des... Et ça a son coût. Mais le problème, je vais donner un autre chiffre. Et ce coût, si vous prenez les 100 établissements du Mali, publics au secondaire, à une époque récente, l'État dépensait 24 milliards pour former moins de 40% des élèves. Le privé, l'État dépensait 8 milliards pour former près de 70% des élèves. Le coût, c'est où? On ne dit jamais ça. Et ça, ce sont des informations disponibles au ministère. Donc, sincèrement, ce secteur, ça me tient à cœur. Donc, j'ai pris le temps, en fait, d'analyser et de comprendre que si on veut refaire tout le système, je pense que ça va être de la mer à boire. Je crois que le coup, c'est sur les parents aussi. Ce qui est possible, c'est de réorganiser et d'innover. J'ai souligné un dernier point, ils ont parlé de la baisse des niveaux. En matière d'éducation, quand on parle de niveau, en France, l'année dernière, après le bac, beaucoup d'universités ont instauré, c'est-à-dire des cours pour améliorer les niveaux en français. On est en France, pas au Mali. Et ça, c'est un reportage France 2. Donc vous voyez que la question, elle est complexe. Fodje va réagir et on va faire réagir Maïniari. Mais je suis d'accord avec vous que tout le monde ne peut pas aller à l'enseignement supérieur. Ça, c'est pas bien. En fait, c'est simple. Je parle du système pédagogique. Les programmes qui sont institués, ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon. C'est-à-dire que ce n'est pas le niveau en français, même en maths, même dans d'autres domaines. Ce n'est pas qu'en fait. Oui, c'est-à-dire que le système d'enseignement qu'on fait, par lequel les enfants passent pour progresser petit à petit, c'est ce système qu'il faut refonder. Voilà. Et ça ne doit pas être fait en marge des enseignants. Bon, et puis ce dont vous parlez, c'est-à-dire que je suis d'accord que les établissements publics privés remplissent un rôle énorme, mais ça revient à l'État de reprendre sa place progressivement pour contrôler. D'accord. Alors, Maïniari, quelles réformes pour le secteur éducatif au Mali? Plusieurs, mais on ne pourra pas de toute façon commencer à zéro, parce que comme Bakili l'a dit, ce n'est pas possible de commencer un système à partir de zéro, on ne peut le reconstruire qu'à partir de l'existant. Mais le gros problème de notre système, c'est que déjà le Mali est un pays d'agriculture et d'élevage agropastoral. Comment est-ce que nous nous trouvons à faire produire d'autres types de métiers dans notre machine de production qui ne prend pas en compte les besoins d'évolution du pays? Donc il y a l'inadéquation entre ce qui est dispensé et la réalité du terrain. Premier problème. Deuxième problème, dans notre pays, nous n'avons pas compris que le management est un métier. Nous pensons que si on est ingénieur, on peut gérer un bureau d'études en tant que directeur. Pas forcément. L'ingénierie est un métier, mais le management ou la gestion, c'est un métier aussi. Les deux métiers sont complètement différents. Donc, tant qu'on ne va pas comprendre que chacun est spécialiste dans son domaine, nous allons mettre tout ensemble. Comme aussi la confusion qu'il y a entre les journalistes et les communicateurs. Il y a toujours des confusions entre plusieurs métiers qui sont proches dans notre pays. Et ça ralentit l'excellence. Ça ralentit beaucoup l'excellence. Et ça, c'est un autre volet. L'autre volet, c'est que les politiques sont rentrées dans la définition du contenu de l'éducation. Dans le Mali, il y a deux systèmes d'orientation. Il y a le système occidental et il y a le système arabisant, j'allais dire, si je peux m'exprimer comme ça. Mais en tant que Maliens, où est notre propre système? Ce qui fait de nous ce que nous sommes. Notre mode de transmission qu'on avait, de façon traditionnelle. À ce propos, je crois que le gouvernement de transition a proposé un programme qui sera basé sur nos valeurs sociétales. Exactement. Donc ce qui se passe, c'est que la réalité du terrain, comme on a dit, c'est basé sur un peu une autre façon de mailler les territoires qui est basée sur les trucs traditionnels et religieux. Mais ce qui se passe en haut, c'est différent, encore une fois, de l'exécution terrain. Aujourd'hui, il faut qu'on mette les deux en face. Il faut qu'on arrête les copier-coller. Comme j'ai toujours dit, les systèmes qui viennent d'autres pays, ils ont expérimenté ça sur leur terrain. Ils ont créé ces systèmes parce que ça répond à leurs besoins. Nous avons pris ces systèmes toutes faites, des camisoles de force. On a porté ça, mais qui ne répond pas à nos réalités de terrain. Donc aujourd'hui, nous sommes obligés de mettre les deux en face et de produire des systèmes qui prennent en compte nos besoins réels de ce que nous sommes. D'accord. Nous allons dire un mot sur la CEDEAO, à présent la communauté internationale des États de l'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qu'on peut espérer, Bathily, le 3 juillet prochain pour le prochain sommet?
Bon, notre espoir, c'est que les sanctions seront levées. Je pense qu'ils n'ont pas le choix, inéluctablement, parce qu'aujourd'hui, tout le monde en souffre. Les motifs qui nous ont mis là-dedans, je pense que la page est tournée. Il y a eu juste, au dernier sommet, il y a eu en fait quelques couacs qui ont fait que, bon, finalement, bon. Je pense que le sommet prochain, les sanctions seront levées parce que pour l'essentiel, déjà, le Mali continue. Quand le gouvernement a décrété les 2 ans, moi je l'ai proposé depuis janvier. Parce qu'on a fini, les ANR sont terminés, fixez le cap, mettez ça. S'ils ne sont pas d'accord, les négociations. Mais entre-temps, on ne peut pas mettre le Mali entre parenthèses. Et je crois que les autorités ont pris conscience qu'on ne peut pas mettre la vie de l'État malien entre parenthèses parce qu'on ne s'accorde pas avec la CEDEAO. Je suis très satisfait aussi du fait que tout le folklore qui tournait autour d'on va sortir de la CEDEAO, le franc CFA, le Premier ministre, lors de son passage au CNT, il a réglé ces questions. Parce qu'il fallait que ça s'arrête. Qu'on sache ce qui est possible. On est en train de jouer s'il s'agit de la vie de notre nation. On n'a pas d'autre patrie. Et donc, il faudrait qu'on aille vers ce qui est possible. Et aujourd'hui, je pense que dès que la question aujourd'hui de la durée de la transition est réglée, la question du chronogramme qui avait été demandé, je pense que le ministre a rassuré sur ce point, ils sont en train d'y travailler. Et je me réjouis aussi des actions qui ont été posées. Par exemple, la loi électorale qui a été envoyée au niveau du CNT part. Ça fait partie des actes majeurs à poser. Le président qui a décrété la mise en place d'une commission pour la réforme constitutionnelle. On est déjà dans l'action et je pense qu'il s'agit de se mettre simplement ensemble pour essayer de mettre tout ça en fait dans un continuum et proposer ça et le problème est réglé. Voilà. En tout cas, moi j'ai bon espoir que le problème est réglé. Maintenant, il faut qu'on travaille. Bon, le 3 juillet, nous espérons sur une levée totale des sanctions. Seulement, moi, je n'ai pas compris pour des questions de détail dans le chronogramme, ce qui a été donné pour la raison principale qui a poussé ou qui aurait poussé la CEDEAO à remettre plus tard. Je trouve que c'est très léger, sauf s'il y a peut-être d'autres intentions. Le chronogramme, l'exécution, la mise en œuvre, cela aurait pu être fourni et on n'en serait pas là. Mais je suis pour le maintien du Mali dans la CEDEAO. Vous savez, l'histoire de monnaie, même si vous créez votre monnaie, vous parlez votre langue, il vous faut travailler quand même. Il y a beaucoup de pays pauvres en Amérique latine qui travaillent, qui ont leur monnaie et tout. Donc ce n'est pas que ça. C'est mécanique, mais il vous faut travailler, refaire beaucoup de systèmes. Sinon, la CEDEAO, je suis pour le maintien dans cette organisation. Alors, Maïniare, par rapport à la CEDEAO? Par rapport à la CEDEAO, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est mortel, ou qui sera mortel pour le Mali, c'est de rester dans l'attentisme. Pour moi, il faut séparer les deux problèmes. Le Mali a déjà voté 24 mois, c'est validé, il faut qu'on sorte les chronogrammes, il faut que le gouvernement se mette au travail et qu'on avance. Parce qu'à l'heure du bilan, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont encore dire que oui, ils ont dit 24 mois, maintenant on est arrivé à 24 mois et rien n'a été fait parce que par ailleurs, on était en train d'attendre. Donc, il faut impérativement sortir de l'attentisme. De l'autre côté, le balai diplomatique avec la CEDEAO ne peut pas s'arrêter. Parce que nous sommes initiateurs de cette organisation. Donc, nous ne pouvons pas nous retirer comme ça, à mi-mandat ou à mi-chemin, et arrêter tout ce qui est rapport diplomatique. Les rapports diplomatiques doivent continuer. Nous devons produire les documents, continuer à sensibiliser, continuer à dialoguer, mais nous devons continuer à travailler parallèlement. Nous ne devons pas nous arrêter et même le 3, comme vous êtes en train de dire, n'attendons rien. N'attendons absolument rien. Produisons tout ce qui est demandé. Nous nous mettons à leur disposition et c'est à eux de décider de ce qu'ils veulent faire de leur décision. Maintenant, de notre côté, mettons-nous au travail et n'attendons rien. D'accord. Et nous restons ouverts. D'accord, on va finir sur les perspectives maintenant. Un dernier tour de table. 24 mois, c'est déjà décidé par un décret lu à la télévision nationale ici. Monsieur Bathily, comment vous voyez le Mali courir dans 24 mois ou après 24 mois? Bon, 24 mois moins 3 mois. C'est ça, justement. Et c'est dommage. À partir de mars. Exactement. Oui. Donc, ce qui fait que déjà... Je pense que les sentiers qui ont été ouverts, il faudrait que le gouvernement de la transition travaille à consolider les acquis, à faire en sorte que les sentiers qui sont ouverts, qu'on puisse vraiment progresser le maximum possible. Et je pense que sur ce plan, il y a 3 choses, à mon sens. Le but ultime d'une transition, c'est d'en sortir.
Et je pense qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on mette tout en œuvre pour qu'on puisse sortir de cette transition dans les délais impartis. Je pense que, comme Nyare l'a dit, il n'y a pas d'autre moyen de le faire. Il s'agit de travailler avançons. Parce que le cap qui est fixé est connu, la durée est connue, le contenu, je pense que c'est à la portée des Maliens. On peut vraiment s'engager, en tout cas de façon déterminée là-dedans. Je pense qu'on pourra réussir. Voilà. D'accord. Alors, docteur Tandjigoura, en 24 mois, qu'espérez-vous du Mali Koura? Bon, je pense que c'est d'abord de soutenir l'effort de sécurisation qui est en cours. Parce qu'une chose est de produire l'action de sécurité. Il faudrait la maintenir dans la longue durée. Ensuite, sur le plan de la santé et de l'éducation, comme les 3 secteurs que nous venons de prendre, parce que tous les chantiers annoncés, il sera difficile de venir à bout de ces chantiers-là. Et le principal ici, c'est la réforme, n'est-ce pas, sur le plan des élections. Il faudrait parvenir à faire des élections qui feront l'unanimité. Donc, tous les secteurs ne peuvent pas être mis au top, mais il faut quand même parvenir à régler les situations qui sont urgentes. Parce que tout simplement, même si la transition prenait fin, bien, le pouvoir qui sera installé pourra hériter tout de même d'une armature solide pour continuer le travail qui a déjà été amorcé. Alors, la communicatrice va boucler en tant que femme. Quel espoir pour le Mali Koura? C'est d'abord le premier point qu'il faut satisfaire, c'est les réformes. Le Mali est tombé par l'absence de réformes. Et la limite de notre constitution, c'est vu depuis des années, nous n'avons pas pu revenir. Pour moi, il faut implanter un système qui ne tombera pas après la transition. Et qu'on sorte des problèmes de personnes, comme on a l'habitude de le dire, même si un diable vient comme président de la République, qui respecte ce que les Maliens ont dit. Donc il faut mettre un canevas et figer ça pour que ça ne sorte pas. Une photo qui va rester. Et que nous avons l'obligation en tant que citoyens d'améliorer. Deuxième chose, il faut un minimum de sécurité. Il faut amener la sécurité à un niveau qui nous permettra d'organiser les élections. Parce que sans élections, comme on a dit, la transition doit forcément s'arrêter. Et si on n'est pas orienté vers les élections, c'est que nous allons nous éterniser dedans. Et ce n'est pas non plus le but. Donc nous devons pouvoir créer les conditions qu'il faut pour pouvoir aller vers les élections. Et nous ne pouvons plus nous permettre de crise post-électorale. C'est ça qui nous a mis par terre. Donc la transition doit tout faire pour que nous puissions sortir des élections bâclées et une fois que les élections sont faites, que le nouveau gouvernement puisse venir et commencer son travail sans problème. On l'espère. Nous sommes donc au terme de ce numéro de questions d'actualité, une rétrospective sur Mali Koura Tassila, la tribune qui a permis de faire le point de la réalisation au niveau du gouvernement de transition, bilan d'un an et les perspectives. Et qu'est-ce qu'il faut maintenant? Les analystes ont fait des propositions sur place, vous les avez écoutées tout à l'heure. Il s'agit de Dr Fouidje Tandjigoura, sociologue, maître de conférence, de Cheikh Amala Bachili, analyste politique, consultant en management, et de Maï Nyare, consultante en communication. Elle est également la vice-présidente du réseau international des femmes leaders. Nous espérons que vous avez eu un intérêt à nous suivre. Merci de votre attention. Passez d'excellents moments de télévision en notre compagnie. Bonsoir.